Perehe oye. Perehe eloba. Perehe owo. Perehe yeyeba. Perehe ilo. Perehe oba. Perehe oyo. Eres poco de paz sin igual, oh partido PDG, dulcemente nos invitas a hacer el bien y evitar el mal. Con tu antorcha ya nos guías en democracia y bienestar. Formemos todos un todo y defendamos nuestra nación con el esfuerzo de cada día que se aconseja el PDG. Su bandera azul y verde simboliza nuestro ideal. PDG. Nuestro baluarte, PDG. símbolo de unión, PDG. es nuestro guía hacia el progreso y bienestar. PDG. Nuestro baluarte, PDG. símbolo de unión, PDG. es nuestro guía hacia el progreso y Un hombre. El mejor hombre. Un partido. El mejor partido. Un presidente. El mejor presidente. Nuevas políticas. nuevos horizontes, Nuevos horizontes. nuevas políticas, Nuestro lema. democracia, desarrollo y bienestar, Y nuestro ideal. hacer el bien y evitar el mal. Bonjour de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, qui est aussi cette semaine le cœur de sa vie politique avec le 3e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti du président Obiang Nemam Basogo. Ce congrès est une extraordinaire démonstration de force, à la fois nationale et internationale. C'est évidemment en action la mise en œuvre du travail d'édification nationale du président équato-guinéen. C'est aussi, il faut le souligner, le résultat du travail inlassable du secrétaire général du PDGE, Geronimo Oza, dont il faut souligner le succès. C'est pour lui, évidemment, la démonstration de l'efficacité dont il fait preuve à la tête du PDGE. Nous avons, dans notre talk show d'hier, examiné quel était le rôle du PDGE précisément dans ce qu'il appelle le nouveau scénario national en Guinée équatoriale, qui est en fait l'établissement d'une voie africaine pour la démocratie pluraliste. Nous allons aujourd'hui étudier avec nos invités ce qu'est l'émergence de la Guinée équatoriale, à la fois dans le domaine économique, il y a un modèle équato-guinéen, puis au niveau de la géopolitique. Pour en parler, nous avons avec nous l'ambassadeur François Bicoro, activateur politique. Nous avons Luciano Alberto Ondodong, qui est le DG d'Afrique Média en Guinée équatoriale. Et nous avons Christian Bami de Fochada, consultant et président de la fondation Ramda. Lorsqu'on parle d'un modèle équato-guinéen, c'est une réalité. C'est comme ça en tout cas qu'il est perçu par les politologues sérieux, les économistes sérieux. J'ai beaucoup moi-même écrit là-dessus, mais c'est comme ça qu'il est perçu, notamment par d'autres États de la région, pour lesquels il a une réelle attractivité. La Guinée équatoriale, c'est un État qui n'avait rien pour lui au départ.
Les Espagnols s'en vont en 1968. Ils lâchent tardivement leur colonie dans le golfe de Guinée. Ils ne laissent aucune infrastructure. L'économie est réduite à une économie coloniale qui est la production du cacao et qui est rapidement détruite par celui qui s'empare du pouvoir en 1968, le dictateur Macias Mangue. Les Espagnols s'en vont aussi avec la carte minière de leur territoire et ce sont des années extrêmement difficiles pour la Guinée équatoriale. Arrive en 1979 ce qu'on appelle ici le golpe de la libertad, c'est-à-dire de jeunes officiers derrière le président Obiang Nemam Basogo qui décident que ça ne peut plus durer la destruction du pays et la folie du dictateur Macias et qui font une révolution qui n'est pas sanglante, il y a uniquement quelques morts, et qui lance un nouveau régime. Rapidement, Obiang Nemam Basogo est persuadé qu'on ne peut pas avoir ni la destinée, ni les richesses minières de la région, ne peuvent avoir abandonné ce pays. On a des producteurs de gaz et de pétrole tout autour. Lui y croit, les Français notamment n'y croient pas, les Espagnols n'y croient pas, il fait affaire à des firmes américaines et c'est le démarrage de ce qu'on appelle l'Eldorado pétrogazier. Comment le modèle démarre-t-il? Simplement parce que les richesses pétrolières sont bien gérées, l'État a un rôle de direction économique, ce n'est pas une économie étatisée, mais c'est une économie en fait dirigée. Luciano, comment les Équatoriens eux-mêmes perçoivent-ils cette émergence économique? Alors, Monsieur Luc Michel, vous venez de faire la description totale de la Guinée équatoriale depuis son indépendance le 12 octobre 1968 jusqu'à arriver au changement des pouvoirs en 1979, un certain 3 août. Aujourd'hui, nous sommes en 2015 où la Guinée équatoriale a complètement changé de figure. Alors, si nous remontons un peu à l'histoire de la Guinée équatoriale, on voit que de 1968 à 1979, le pays traversait des moments très très difficiles avec le premier président, Macias Nguema Biyogo, qui avait complètement plongé le pays dans la ruine. Il n'y avait plus rien, ni d'école, ni d'église, ni infrastructure. Alors, après 1979, c'est-à-dire qu'après la prise du pouvoir de son excellence Obiang Bazoua, on a commencé à voir un peu le pays revenir peu à peu avec de l'émergence. L'émergence sur le plan éducatif, infrastructurel, culture, économique et sociale. Alors, à partir de 1982, c'est là où le chef de l'État équateur-guinéen change la constitution. La constitution aujourd'hui, qu'on appelle la Carta Magna de Aconibe. C'est là où il fallait revoir un peu les lois du pays. Le chef de l'État, ne trouvant plus que les églises n'existaient plus, il a ouvert des églises. Donc, sur le plan social, on peut noter que, socialement, les Équateur-Guinéens ont repris la confiance avec le catholicisme. Et venu en 1986, le chef de l'État, en voyant qu'un pays ne pouvait pas se développer, il fallait alors créer un parti, aujourd'hui le Parti démocratique de Guinée équatoriale. Et ce parti a été bel et bien fondé non seulement par la volonté de son excellence, mais par le peuple équateur-guinéen après une assemblée générale. En 1988, on voit ici le premier congrès extraordinaire, c'est-à-dire c'est là où il fallait maintenant mettre en place les toutes premières élections officielles. Parce que de 1978 jusqu'à 1986, il y a eu ce qu'on appelle les élections uniques. En 1990, on est ici avec l'éveil du multipartisme en Afrique en général. La Guinée équatoriale, pour ne connaître pas rester en marge. Vous voyez que donc ça fait déjà une grande progression. En 1996, on assiste aux premières élections en Guinée équatoriale multipartistes. C'est pour dire qu'arrivé en 1990, la Guinée équatoriale, arrivé en 1998, c'est là où
la Guinée équatoriale commence à exploiter son sous-sol, le pétrole. Alors, en 2003, on revient avec des élections. Et c'est pour dire que la Guinée équatoriale s'est transformée 10 ans après. Aujourd'hui, pour certains qui ont peut-être sillonné un peu la Guinée équatoriale, vous allez voir des choses incroyables. Moi qui ai fait beaucoup de pays comme le Gabon, le Cameroun, il y a des choses que la Guinée équatoriale a fait en 10 ans, peut-être que d'autres pays feront peut-être en 50 ans aujourd'hui. Donc, rien qu'en parlant de ça, il y a une très grande émergence. Alors, sur le plan économique, je pense qu'on ne peut plus en parler. Aujourd'hui, on voit que la Guinée équatoriale, vraiment, a fait des choses extraordinaires. Éducation, aujourd'hui, la Guinée équatoriale est en train de construire l'une des plus grandes universités d'Afrique à partir de 54 pays. Je pense que je ne vais pas trop dresser la liste, rien qu'en voyant, parce que les choses parlent d'elles-mêmes. Voilà, Monsieur Luc, juste pour essayer un peu de résumer un peu ta question en quelques minutes. Non, c'est un bon résumé et surtout on a vu le rôle du PDGE dans cette émergence. Ce qui frappe dans l'émergence équato-guinéenne, les Africains qui viennent ici sont bluffés, comme on dit. Nous qui venons d'Europe, nous retrouvons des infrastructures à un niveau de vie qui est équivalent à celui de la Belgique ou de la France. J'ai été très surpris, par exemple, je suis allé plusieurs fois dans des supermarchés populaires, les gens étaient avec des caddies remplis exactement comme en Europe. Mais ce qui frappe surtout, c'est la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire que, vous savez, il y a les grandes théories du Fonds monétaire international qu'on applique en Côte d'Ivoire, par exemple. C'est-à-dire qu'il faudrait réserver de l'argent pour les générations futures, alors que les générations actuelles n'ont pas de quoi vivre décemment. Ici, on a fait un autre choix. On a fait le choix du développement. On a fait le choix de l'infrastructure. Il y a des routes, bien sûr. Il y a des ponts, il y a des buildings, il y a beaucoup de logements sociaux ultra modernes. Et moi, je ne me suis pas contenté. J'ai visité toute l'île de Bioko, où est la capitale. Nous sommes ici à Bata. Nous voyons partout qu'il n'y a pas uniquement une vitrine qui pourrait être Malabo 2. Malabo 2, que j'ai par exemple, qui est la nouvelle capitale administrative, que j'ai comparée à Brasilia. Parce que c'est ça, quand on se balade dans Malabo 2, on a l'impression d'être dans une exposition d'architecture. Mais donc il y a une réalité qui est là, qui est celle de l'argent bien utilisé. C'est la raison aussi pour laquelle, moi je me suis souvent exprimé, je suis scandalisé par les affaires dites des biens mal acquis ou du pétrole mal vendu. Parce que s'il y a vraiment un pays africain où l'argent est bien utilisé, c'est ici. François Bikoro, oui. Nous avons, vous voyagez beaucoup dans les pays de la région, quelle est l'attractivité de ce modèle équato-guinéen pour les pays du Golfe de Guinée? La première attractivité, elle est historique. Comme venait de le dire tout à l'heure Luciano, voilà un pays qui en réalité n'avait pas espoir qu'un jour qu'il puisse compter dans le concert des nations modernes. Et qui, à l'arrivée, à la découverte du pétrole, qui, comme vous le savez, on lui avait dit qu'il n'y avait pas possibilité pour que ce bout de terre puisse un jour avoir le pétrole. Or, tous les analystes géopolitiques et géoéconomiques savaient très bien que la Guinée équatoriale est au centre du golfe de Guinée. Donc il était impossible. Peut-être c'est pour cela qu'on voulait la préserver, mais au détriment de la population. Donc le premier défi que ce pays a fait, et qui doit être un modèle, c'est d'avoir pu d'abord vaincre le signe indien qui voudrait que quand on découvre le pétrole dans un pays, quel que soit le cas, vous le constatez, ça sert à des multinationales, ça sert à la communauté internationale, ça sert à préserver un certain nombre d'intérêts extranationaux, mais pas nécessairement à une population, à un peuple. La particularité du peuple équato-guinéen, c'est que au moment où il découvre le pétrole, presque 10 ans après qu'il ait été libéré, depuis 1979, vous conviendrez avec moi, que des gens qui ont passé 50 ans sans aller à l'école, 50 ans sans savoir qu'ils existent, apportez-les tout l'or du monde, pour les amener à comprendre qu'il faille à tout prix que le peu qui a été découvert pour eux serve à quelque chose. Il faut qu'il y ait une politique de compréhension et d'éducation. Et si on y ajoute maintenant l'adversité d'une communauté internationale hypocrite,
qui ne voulait pas que l'on découvre le pétrole en Guinée équatoriale et qui plus est ne veut pas que le pétrole de Guinée équatoriale ouvre les yeux à toutes les autres nations du monde qui ont eu le pétrole. Ça fait un double objectif. Et nous constatons aujourd'hui, Luc Michel, vous avez décrit l'infrastructure, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, et aujourd'hui nous sommes à la montée de l'infrastructure politique. Je crois que le principal défi de la Guinée équatoriale, 20 ans presque qu'il ait découvert le pétrole, 20 ans de mise en œuvre des infrastructures qu'il aurait dû avoir au même moment que les autres. Maintenant qu'il s'est ouvert à l'international, maintenant qu'il y a quelques lambris de formation, d'institutions, les jeunes équato-guinéens sont allés à l'école, d'autres vont à l'école, d'autres arrivent. La question fondamentale aujourd'hui, c'est comme il a pu tirer les leçons du malheur des autres pays producteurs de pétrole. A-t-il tiré les leçons du malheur de ceux qui ont joui du pétrole pendant longtemps, dans un environnement où les frères lui disaient « Ah, Obiangema, mon frère, laisse-nous d'abord même un peu manger, puisqu'on est resté longtemps affamé. » Et lui, il a dit « Allez à l'école, allez quérir le savoir. » Le troisième défi, qui est un défi économique, c'est celui de la diversification de l'économie équato-guinéenne. Parce que le malheur de la modernisation à outrance, le malheur de la mise à disposition des infrastructures d'éducation, de santé, de communication, de télécommunications, c'est que les gens ont une ouverture sur le monde. Ils veulent être libres, ils veulent parler, ils veulent dire un certain nombre de choses. Ils veulent jouir de ce qu'ils voient ailleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, et là je me réjouis, que l'année passée, vous étiez ici, Luc Michel, pour assister à un symposium, non pas national, mais international, parce que la Guinée est ouverte au monde. La Guinée rassure les multinationales. La Guinée rassure la communauté internationale que oui, nous avons utilisé notre pétrole pour construire des infrastructures parce que nous étions en retard. Oui, nous avons utilisé notre pétrole pour envoyer nos enfants dans les meilleures écoles. Mais nous ne sommes pas fermés. La Guinée s'est construite parce qu'elle a permis à ce que les enfants du continent, les enfants du monde qui ont été à l'école sont venus construire en Guinée. Mais il y a une autre richesse en Guinée. C'est ces vastes étendues de terre. C'est cette mer, ce sont ces fleuves, ce sont ces forêts. Il s'agit de mettre donc dans la tête des Équato-Guinéens qui jouissent de toutes les infrastructures dont les autres n'ont pas encore atteint le niveau. Il s'agit de leur dire, le moment est venu qu'après le pétrole, le deuxième point du développement, c'est de construire notre économie sur la terre, sur l'agriculture, sur l'élevage, sur les forêts. Et pour cela, il faut des ingénieurs, il faut des agriculteurs, il faut que nous faisions le même pas que nous avons fait quand nous étions trop pauvres et qu'on a découvert le pétrole. On a dit, mettons, pour qu'on construise les routes. Maintenant, il s'agit de dire aux Équato-Guinéens et de tous les Africains qui sont venus aider la Guinée équatoriale à se construire, de tous les Européens et occidentaux qui sont venus aider la Guinée équatoriale à se construire, il s'agit de leur dire qu'on a aussi la terre qui peut produire le macabo, qui peut produire la banane plantain, pour que, ensemble, nous aidions ce pays modèle à continuer à être un modèle pour l'ensemble des peuples africains qui, eux, sont encore en retard sur le point de développer son peuple, son pays, son territoire avec l'argent du pétrole. Je ne vous parle pas ici du Cameroun, je vous parle pas de la Centrafrique, je vous parle pas du Nigeria, mais je crois que la Guinée équatoriale parle à l'ensemble du monde. Oui, Luc Michel, avant peut-être de prendre la parole, je voudrais revenir un peu ce que vient de dire M. Ducoro sur le plan économique. La Guinée équatoriale vient de mettre sur pied un plan d'action de la production agricole. C'est-à-dire, il y a des projets qui naissent tous les jours. Donc aujourd'hui, la Guinée équatoriale ne met plus un accent particulier sur leur verre, mais rien que sur la rupture aujourd'hui, puisque la première dame fait une campagne tous ces derniers jours et appelle tous ceux qui veulent faire de l'agriculture de s'inscrire afin de pouvoir mettre un peu les moyens financiers pour que l'agriculture soit déjà la première production en Guinée équatoriale. Formidable. Ce qui est réel, c'est que, moi je l'ai toujours dit, ce qui fait que le président Obiang Néman Bassogo est un grand président,
c'est qu'il a une vision pour son pays et pour l'Afrique, et que c'est une vision à long terme. Il y a ici un plan pour la Guinée équatoriale de l'après-gaz, de l'après-Eldorado pétrolier. Je n'ai vu ça avant qu'en Libye. Il y a Kadhafi qui voulait préparer la Libye à l'après-pétrole. Il ne reste rien de tout ce que Kadhafi avait préparé, parce que le renversement de la Jamaria a tout détruit. Il y a notamment le développement du tourisme qui est prévu également. Il y a ici des coins de plage admirables qui rappellent les Antilles, qui rappellent la Jamaïque. Il y a un autre plan dont on ne pense pas souvent, et je vais particulièrement aborder avec vous ce sujet dans la deuxième partie du talk show, mais c'est ce qu'on appelle le soft power en géopolitique. Oui. Il y a visiblement des gens ici qui s'inspirent de ce qu'est Doha au Proche-Orient, et il y a un projet qui vise de faire de Malabo 2 précisément un hub financier. Il y a eu d'ailleurs un symposium international en avril 2014 qui s'est tenu au Centre international de Sipopo Malabo et qui était le développement de l'économie équato-guinéenne après le pétrole. C'est un symposium qui a duré 3 jours, qui a produit de grands travaux. Il y a visiblement une volonté de s'inspirer de ce qu'a fait le Qatar, avec tout à fait une autre vision idéologique, mais c'est là. Et donc, on est ici dans des gens, un leadership, un gouvernement, un parti, puisque c'est aussi l'œuvre du PDGE, qui ne se contente pas de voir à court terme, qui ne se contente pas de voir le maintien au pouvoir, mais qui a un projet national. Nous allons maintenant aborder une plage publicitaire où nous allons notamment parler de notre partenaire, la ligne d'aviation Chronos, qui a été la grande opératrice d'ailleurs de ce congrès, puisqu'elle a amené la plupart des congressistes de Malabo, qui est la capitale, qui est sur l'île de Bioko, à Bata ici, qui est sur la partie continentale de la Guinée équatoriale. En Chronos Airlines, nous grandissons pour aller plus loin, pour rapprocher les villes, pour offrir le meilleur service. Voyage avec nous, fais de ton voyage une expérience inoubliable. Choisis la sécurité et la ponctualité. Choisis Chronos Airlines. Luc Michel, toujours à Bata avec mes invités, pour parler de l'émergence de la Guinée équatoriale. Dans cette seconde partie du talk show, nous allons aborder ce qui est mon sujet de prédilection évidemment, qui est la géopolitique. Il y a une géopolitique de la Guinée équatoriale, il y a une vision géopolitique du leadership équato-guinéen en Afrique, et il y a également quelque chose qui est très intéressant, puisque c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle le soft power. Venons-en tout d'abord à la place qu'a la Guinée équatoriale. Bien qu'étant un petit État avec une population de moins de 2 millions d'habitants, mais on rappellera que Kadhafi, au début de sa Jamaïria, la Libye avait 1 800 000 habitants. Nous avons donc ici un État qui a une vision. La vision, c'est de faire de la Guinée équatoriale le centre du nouveau panafricanisme. Le président Biangnemam Bassogo, il l'assume ouvertement, entend poursuivre l'œuvre panafricaine de Muammar Kadhafi. Il veut mettre en œuvre par une politique de petits pas ce qu'est aujourd'hui une Union africaine qui reste en stand-up. Il veut notamment la création d'une force africaine d'interposition. Il milite pour évidemment la Banque africaine de financement, pour une monnaie africaine, et surtout il a une vision d'une Afrique qui soit dégagée de l'impérialisme et du néocolonialisme des puissances occidentales. Ça s'est traduit par une volonté de relancer le panafricanisme à de nombreuses reprises. Le Centre international de Sipopo Malabo, avec sa cité des chefs d'État africains voisines, ou chef d'État africain à sa propre villa, dans un complexe, manifeste cela. Obiang Bassogo aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles il attire la haine de l'Occident, il a un peu pris la place qui était celle du colonel Kadhafi, et il a, rappelons-le, entraîné d'autres chefs africains, comme le président tchadien Idriss Déby. Christian Babi, comment percevez-vous en tant que panafricaniste cette volonté panafricaine d'action du président équato-guinéen? Luc Michel, le président
président Obiang s'est inscrit dans une logique de rupture. Rupture déjà qui s'est manifestée avec l'histoire profonde de ce pays qu'est la Guinée équatoriale, parce que nous avons observé dans son histoire, comme les panélistes qui sont avec moi sur ce plateau l'ont relevé tout à l'heure, le schéma classique du maintien de la Guinée équatoriale, malgré l'indépendance, sous la domination impériale, dans la pauvreté, et cliché que la plupart des médias occidentaux continuent jusqu'à ce jour de véhiculer. Donc, rupture, pourquoi? Parce qu'il fallait mettre un terme à cet état des choses. Il a fallu batailler pour sortir la Guinée équatoriale de cette situation d'extrême pauvreté. Le président est visionnaire. Il a, dans un premier temps, doté son pays des infrastructures magnifiques et de qualité, avec une prospection et une perspective sur au moins 50 ans, et qui vient épouser sa devise qui est de construire le pays. Et c'est pourquoi, dans la plupart de ses discours, il invite toujours ses compatriotes à construire avec lui leur avenir. Donc, construire ensemble l'avenir, construire ensemble la Guinée équatoriale, je crois que c'est comme ça qu'il s'exprime très souvent. Donc, dans cette vision, on comprend qu'après l'étape des infrastructures, il est passé maintenant à la construction de l'humain. Parce que, comme nous l'avons dit dans notre précédent talk show, il y avait un problème de formation ici en Guinée équatoriale, un problème de ressources humaines et de compétences. C'est ce défi auquel il s'attaque actuellement. Et je crois qu'avec des réalisations comme celle de l'université Loyola et les nombreuses écoles que nous pouvons constater sur le terrain maintenant, la Guinée équatoriale, avec le président Obiang Nguema Bazogo, est résolument engagée à dépasser et à gagner aussi ce défi-là, à remporter ce défi pour doter la Guinée équatoriale des ressources humaines compétentes. Mais je pense que, vous l'avez si bien dit, Kadhafi, en son temps, a engagé la révolution verte dans une Libye qui n'avait pas assez de population. Ça peut être le cas aujourd'hui en Guinée équatoriale. Mais dans le cadre de ce nouveau panafricanisme, je crois que le président Obiang Nguema sait pouvoir compter sur les forces vives de l'Afrique. Et j'ai l'impression, j'ai la nette impression, sans être dans le secret des dieux, que la Guinée équatoriale sera bientôt une terre d'accueil pour les intelligences et les compétences africaines qui veulent participer et contribuer comme ces opposants qui aujourd'hui, ces exilés équato-guinéens et ces opposants équato-guinéens qui aujourd'hui sont revenus au pays pour participer, pour apporter leur contribution à la construction de ces pays, dont les autres Africains aussi, parce que la Guinée équatoriale, de par son grand potentiel au niveau du continent, au niveau des îles, a beaucoup apporté à l'Afrique. Tous ces Africains-là, le président Obiang comprend qu'ils peuvent participer aussi à la construction de ces pays. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle il les invite, il les a invités, il est en train de mettre les choses sur pied pour que cela se passe dans un cadre réglementaire bien défini, afin que ces Africains qui ont la volonté de construire la Guinée équatoriale avec lui puissent participer non seulement à ce processus, mais surtout à cette démarche qui vise à restaurer la dignité de l'Afrique. Parce que, voyez-vous, vous avez parlé du modèle de Doha, de la plateforme financière que peut être demain Malabo 2. Et voyez-vous, la zone continentale, elle aussi, n'a pas que les ressources dont M. Luciano a parlé tantôt sur ce plateau, à savoir le bois et tout, ou aussi on peut se projeter sur l'agriculture, qui peut être une source, l'agriculture, le tourisme, comme vous l'avez relevé, qui peuvent être des sources importantes de revenus, autres que le pétrole, l'or noir.
Mais, j'ai dit, il reste que le sous-sol reste encore à explorer. Le sous-sol de la Guinée équatoriale a encore beaucoup de choses à donner avec d'autres ressources minières. Ça peut être le fer, ça peut être l'uranium, le et manganèse. tout ça. Donc, la Guinée équatoriale est certes un petit pays en superficie, en Afrique, dans le golfe de Guinée, mais a les ambitions d'être un laboratoire de développement pour cette Afrique-là, qui malgré tout représente 30 millions de kilomètres carrés et qui va donner 30 millions de kilomètres carrés, je pourrais dire, et qui va donner une nouvelle impulsion tant au niveau politique, au niveau économique, qu'au niveau intégration, au niveau de l'intégration, pour que cette notion que nous défendons tous, le panafricanisme, soit réellement effectif sur le terrain et que le vivre ensemble puisse véritablement s'exprimer dans les différentes villes et les différentes contrées de ce merveilleux pays qu'est la Guinée équatoriale. Merci Christian. Un autre aspect de la volonté d'apparaître de la Guinée équatoriale comme une puissance géopolitique, c'était une puissance au niveau régional. La Guinée équatoriale, malheureusement pour elle, est au milieu d'une zone extrêmement convoitée par les puissances impérialistes occidentales, c'est le golfe de Guinée, et elle est particulièrement entre deux zones. Le golfe de Guinée lui-même, qui était défini zone géostratégique prioritaire de l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, et la seconde, c'est la région des Grands Lacs, qui, elle, est définie comme zone diplomatique prioritaire par la Maison-Blanche, qui a d'ailleurs un super ambassadeur, un envoyé spécial. Jusqu'à présent, au travers de deux prétextes, qui est la guerre au terrorisme et la piraterie, les puissances occidentales, avec leur flotte, faisaient la loi dans le golfe de Guinée. Il y a quelques semaines, la Guinée équatoriale a joué un magnifique coup d'échec géopolitique, c'est-à-dire qu'elle s'est souvenue qu'avant 1991, l'armée équato-guinéenne avait des conseillers soviétiques, et donc Malabo a conclu un accord militaire avec Moscou qui ouvre les ports de Guinée équatoriale à la flotte russe. Immédiatement, des navires de la flotte russe sont venus mouiller dans le port du vieux Malabo. C'est un coup magnifique parce que ça met en échec les flottes et la volonté impérialiste occidentale dans le golfe de Guinée. Et c'est un coup magnifique parce qu'en même temps, ça protège la Guinée équatoriale et son système politique alternatif, la flotte russe étant évidemment ici en position d'alternative et de rivalité avec les Occidentaux. Il y a de nouveaux accords militaires qui sont en discussion pour ramener des conseillers militaires russes et aussi peut-être chinois pour encadrer les forces équato-guinéennes. L'armée équato-guinéenne, c'est une petite armée, mais extrêmement formée et idéologiquement formée au panafricanisme. Et donc, c'est un événement clé. Luciano, pourriez-vous un peu nous expliquer comment les Équato-Guinéens eux-mêmes voient ce recours à ce qu'on doit bien appeler l'alternative russe dans le golfe de Guinée? Bon, je voudrais peut-être réitérer un peu sur la coopération militaire étrangère et Guinée équatoriale. En effet, il faut dire que la Guinée équatoriale coopère avec non seulement des Russes, mais avec des Israéliens et aussi avec les Français. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les Français qui coopèrent beaucoup plus en Guinée équatoriale. Par exemple, on a les formateurs qui reviennent du Swaziland. Il y a d'autres officiers
qui reviennent peut-être de Douala au Cameroun, à l'école des études des officiers. Donc c'est pour dire qu'en matière de géopolitique, en matière de défense, je pense que la Guinée équatoriale est bien placée pour avoir toutes ces coopérations, étant donné que la Guinée équatoriale ouvre les portes, n'est-ce pas, à tous les corps d'armée aujourd'hui étrangers. Dernier aspect de l'émergence géopolitique de la Guinée équatoriale, c'est ce que j'ai appelé, moi, le triomphe du soft power. Vous savez que la géopolitique est née au début du 19e siècle aux États-Unis et puis en Allemagne, et elle a toujours dit jusqu'à la fin du 20e siècle que la puissance, c'était la dimension. Un petit État dans cette configuration n'avait aucune chance. Et puis, à la fin du 20e siècle, a émergé une notion, c'est le soft power. Le soft power, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour un petit État, au travers de la culture, du rayonnement du pays, des institutions économiques, etc., d'émerger comme une puissance géopolitique. Le meilleur exemple de ça, c'est évidemment le Qatar avec Doha, puisque le petit Qatar, qui n'était rien, notamment face aux grands voisins saoudiens, est aujourd'hui une grande puissance géopolitique qui s'est même permis de participer à la destruction de la Jamaïria libyenne ou à l'assaut contre l'État syrien. On a le même phénomène ici en Guinée équatoriale. Le président Myanema, là aussi, a une vision. C'est l'intégration de la Guinée équatoriale où la langue est l'espagnol, la langue du colonisateur, dans l'organisation internationale de la francité. C'est le développement de Sipopo Malabo comme centre de congrès et d'activités internationales, et c'est la volonté de faire de Malabo 2 un centre financier international. François Bicoro, parlez-nous un tout petit peu de la francité et de la Guinée équatoriale. Je voudrais d'abord faire remarquer, à la suite de ce que Luciano Alberto a dit tout à l'heure, que contrairement au Qatar, la Guinée équatoriale n'entend pas se positionner comme ce pays dont on va se servir pour déstabiliser les pays de la sous-région ou des pays africains. Ce n'est pas un État prédateur, évidemment. La Guinée équatoriale se veut un pays intégrateur. Elle a construit ses infrastructures avec l'ensemble des forces vives de l'Afrique, à partir de Akeka, qui est le Sénégal, qui, je crois, en 2000, quand on avait quelques groupes de peuples qui étaient présents, a construit le centre international de transformation. Voilà. Donc, et entre-temps, vous conviendrez avec moi que l'ensemble de toutes les compétences qui respectent la territorialité, les lois et règlements de la République équato-guinéenne trouvent leur compte. Et là, vous me permettez d'engranger sur la France. La France qui, certainement, aurait dû s'enorgueillir de constater que sur la vision éclairée de Biangema Mbazoua, qui s'est rendu à l'évidence que dans un océan de francophonie, il est évident que si on veut émerger, si on veut perdre au peuple équato-guinéen, qui est déjà émergé au plan de l'histoire de l'Afrique, nous sommes des Francs, nous sommes des Bantous, des semi-Bantous, il fallait que la Guinée équatoriale rentre dans le concert des nations. Quoi de plus facile pour un homme éclairé de rentrer sur la congrégation qui était à côté, c'est-à-dire la francophonie. Mais la Guinée équatoriale ne s'est pas rendue à ce niveau-là. Elle est allée plus loin. Elle a démontré à l'ensemble du mouvement francophone qu'elle est un pays francophone à part entière. C'est-à-dire que vous trouverez une maison de la francophonie en Guinée équatoriale, vous trouverez des institutions et des académies en Guinée équatoriale, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne. Il faut bien le préciser. Et maintenant, au plan économique, vous conviendrez avec moi qu'en dehors des États-Unis d'Amérique qui ont cru à la Guinée équatoriale, le monde occidental a eu quelques petits retards, mais l'a rattrapé après, parce que la Guinée équatoriale est un pays qui paye, un pays qui sait respecter ses investisseurs, un pays qui a un code d'investissement très ouvert et attractif. Et dans le cas de la France, vous conviendrez avec moi que toutes les sociétés françaises installées ici en Guinée équatoriale se trouvent dans leur pays parce qu'elles réalisent leur marché, il faut bien le préciser. Elles n'ont pas besoin de pression de la France politique pour gagner des marchés en Guinée équatoriale ou pour être payées.
vu sous ce temps, Luc Michel, vous conviendrez avec moi que le positionnement géopolitique est un positionnement moderne. Pas celui du Qatar, mais celui qui dit, chez moi, je suis la plateforme des investissements, la plateforme de la coopération internationale, la plateforme de la coopération idéologique et économique qui fasse en sorte que ceux qui avaient peur de venir investir en Afrique, l'Afrique des guerres et des misères, vous pouvez investir en Guinée équatoriale parce que vous y trouverez un ingénieur sénégalais, un maçon camerounais, un conducteur de travaux chinois et tout ce que vous voulez. Donc la présence même de la Russie, de la Chine et des autres pays ne va pas en contingentement à une quelconque velléité de dire à un pays, comme tu ne m'as permis, je prends tel. Ça rentre dans le cadre de l'ouverture qui est celle justement de ce petit pays qui sait que je suis petit, j'ai eu beaucoup de retard dans l'acquisition des savoirs, je ne peux être grand comme Cuba que si je suis un module d'attraction pour l'ensemble de mes frères du monde et de la sous-région. Et pour terminer, vous conviendrez avec moi qu'il faut tirer un coup de chapeau aux Équato-Guinéens. Parce qu'ils ont eu, par rapport aux pays de la sous-région CEMAC, 37 ans de retard sur tous les plans. Mais est-ce que vous savez que la réforme de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, la réforme des institutions, la crédibilité donnée aux institutions de la sous-région CEMAC, c'est à travers les intelligences de Guinée équatoriale. Et je tire ici un coup de chapeau à Baganchama, je crois, à Lucas Baganchama. C'est grâce à lui qu'on a su que des administratifs français pillaient et volaient l'argent de la BEAC, qui déjà est logé chez eux, mais ils se permettaient encore de pensionner sous bassement. On a revu l'institution monétaire. C'est pour cela que la Guinée équatoriale doit être un pôle financier de la sous-région par rapport à sa situation géopolitique au Golfe de Guinée. On a réformé entièrement le système monétaire et bancaire de la sous-région qui fait qu'aujourd'hui, dans la plateforme internationale, l'ensemble des pays de la sous-région se sentent à l'aise de parler avec le Club de Paris, le Club de Londres, la Banque mondiale, le FMI. C'est dans ce sens que nous pensons que la Guinée équatoriale doit être perçue par l'ensemble de la communauté internationale, non pas à l'aune d'un pays qui a trahi le secret de la réussite à travers le pétrole, mais à travers un pays qui dit nous tous nous pouvons profiter de ce que la nature a fourni à chacun d'entre nous. C'est simplement qu'elle a décidé un matin que le pétrole c'est en Guinée équatoriale, l'or c'est à ceci, les technologies se trouvent en France, en Amérique, aux États-Unis. Mais si on mêle l'africanité qui est le un mounisme, on peut penser que c'est ça, il faut tirer un coup de chapeau au premier parti politique qui a construit cette ouverture. Parce qu'aujourd'hui, le PDG n'est plus seul, ou bien Nguema ne veut pas que le PDG soit seul, parce que les autres partis politiques font partie de la mouvance politique de la Guinée équatoriale. Nous tirons un coup de chapeau à ce pays que nous avons créé, et surtout un bon partenaire, c'est celui qui part de Paris, New York, Londres, en Malaisie, en Guinée équatoriale, qui se sentent à l'aise d'être un monde unipolaire, un monde universel, où chacun apporte ce que Dieu lui a pourvu et ramène ce que les autres ont pourvu à Dieu. François Bicoron, merci. Nous devons malheureusement conclure notre émission. Ce qu'il faut souligner, c'est que la Guinée équatoriale, c'est une success story parce que c'est un rapport, une synergie entre un grand président, parce que c'est quand même lui qui a été le moteur de ce qui se passe ici, entre un parti politique, le PDGE, que j'ai appelé un parti pilote, c'est-à-dire un parti qui a pris en main la vie nationale, entre un peuple qui a choisi difficilement d'évoluer. Vous avez souligné l'émergence d'élites équato-guinéennes que Luciano, par exemple, représente sur ce plateau. Moi, ce qui m'a frappé la première fois que je suis venu ici, c'est quand j'ai rencontré les élites. Il faut donc évidemment, dans la mesure où nous le pouvons, il faut évidemment faire connaître et aider ce modèle parce que son succès même fait qu'il a beaucoup d'opposants, il a beaucoup d'ennemis souvent tapis dans l'ombre, ce qui explique toutes les campagnes diffamatoires contre le président ou le pays lui-même. Et on ne peut dire qu'une chose à la Guinée équatoriale, c'est que le modèle doit continuer parce qu'il n'est pas seulement un espoir pour le peuple équato-guinéen, il est un espoir pour toute la région et pour l'Afrique. Je vous remercie de votre attention.
Since 2007, more than 2 million passengers have placed their confidence in Kronos Airlines. We grow to go further, to bring cities closer, to provide the best service. Fly with us. Make your trip an unforgettable experience. Choose security and punctuality. Choose Kronos Airlines.